Bonjour les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée à un traitement pratique et théorique de l'épreuve du probatoire session 2020. Alors, nous avons déjà fait deux vidéos dans lesquelles nous avons traité le grand 1 et le grand 2, autrement dit la partie sécurité, la partie système d'information. Et dans cette troisième vidéo, nous allons continuer donc à traiter la dernière partie qui n'est rien d'autre que l'algorithme et programmation. Donc la dernière partie, comme d'habitude, comme nous avons dit dans les vidéos précédentes, c'est algorithme et programmation. Alors utilisons toujours notre PowerPoint pour captiver la présentation comme d'habitude. Alors dans la partie algorithme et programmation qui portait donc sur 8 points, il était donc question pour vous ou bien pour les élèves de l'année passée de commencer par traiter l'exercice 1 qui portait sur la programmation en C. Alors on dit ceci: exercice 1, on vous demande d'examiner attentivement le programme ci-dessous. Le programme en question, le voici. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, analyser rapidement le programme et on va donc détailler les questions qui ont été posées concernant le programme. Première question, identifier dans ce programme, c'est sur 2 points. Petit a, le nom d'une bibliothèque. Alors c'est d'abord quoi une bibliothèque? Lorsqu'on parle de bibliothèque, il s'agit ici en programmation, c'est des éléments qu'on inclut dans un programme C pour pouvoir permettre l'utilisation de certaines fonctions. Autrement dit, on inclut un fichier dans notre programme pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de la programmation en C. Je prends le cas par exemple dans ce programme que nous voyons là. On dit ici la première instruction, c'est dièse include stdio.h. Ça, c'est ce qu'on appelle une directive de préprocesseur. Donc avant l'exécution, le programme va charger la bibliothèque stdio.h. C'est ce qu'on appelle les fichiers d'entête. stdio.h signifie donc quoi? Standard Input Output. C'est donc cette bibliothèque qui va permettre donc l'utilisation des fonctions d'entrée-sortie lorsque vous êtes en train de programmer en C. Par exemple, la fonction d'affichage printf, comme vous vous rappelez, qui permet d'afficher un message à l'écran, c'est cette bibliothèque qui va permettre de l'utiliser. Et aussi la fonction scanf qui permet de récupérer une valeur au clavier. Alors ça, c'est une bibliothèque qu'on peut citer. Notons aussi que en dehors de cette bibliothèque, on peut aussi avoir d'autres bibliothèques, à savoir la bibliothèque math.h. Donc pour si on veut effectuer des calculs incluant par exemple des cosinus, des sinus, des racines carrées, ainsi de suite, il faut aussi ajouter la bibliothèque dièse include math.h. C'est donc la bibliothèque math.h qui va nous permettre d'utiliser dans les fonctionnalités telles que le cosinus, le sinus, les racines carrées dans un programme C. Donc pour répondre à la question, le nom d'une bibliothèque c'est quoi? La seule bibliothèque ici c'est la bibliothèque quoi? stdio.h qui signifie Standard Input Output. Input Output signifie donc entrée sortie. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire à la première question. Deuxième question dit le nom d'une fonction de lecture. Lorsqu'on parle ici de nom d'une fonction de lecture, rappelez-vous en algorithmique, on a pris la peine de parler de plusieurs instructions simples, à savoir l'instruction de lecture, l'instruction d'écriture et l'instruction d'affectation. L'instruction d'écriture était utilisée avec le mot lire qui permet de récupérer une valeur au clavier. L'instruction d'écriture permettait d'afficher un message à l'écran et l'instruction d'affectation permet d'affecter une valeur à une variable. Maintenant, tout ce qu'il faut maîtriser pour répondre à cette question, c'est comment est-ce qu'on traduit chaque instruction, lecture, écriture et affectation en programmation C. Pour donc afficher un message, récupérer une valeur au clavier, autrement dit instruction de lecture, si en algorithmique on dit lire entre parenthèses la variable en question, alors en programmation C, on va utiliser la fonction scanf. Donc le résultat c'était quoi? Le nom d'une fonction de lecture c'est la fonction scanf. La voici la fonction scanf. On dit scanf entre parenthèses %d et commercial n.
lorsqu'on met le %d ici là, ça veut dire c'est pour spécifier le format de données, autrement dit les entiers. Vous vous rappelez lorsqu'on vous a parlé des formats de données pour les %F, %D, %C, ainsi de suite. Maintenant, c'est ici là et commercial n. On met ici plutôt quoi? La référence de la variable n. Donc, le nom d'une fonction de lecture, ici la fonction scanf, qui permet de récupérer une valeur au clavier et de stocker dans la variable n, qui a été déclarée ici en haut. Petit c, une instruction qui fait une déclaration de variable. Lorsqu'on dit déclaration des variables, en algorithmique, on utilisait quoi? Le mot variable, on met le nom de la variable, on met 2 points son type. Maintenant, comment est-ce qu'on traduit donc cette déclaration algorithmique en programmation C? Il faut tout simplement spécifier le type de la variable suivi du nom de la variable et on finit par un point virgule. Autrement dit, si on veut déclarer un entier en programmation C, il faut faire int pour les nombres entiers. Le nom de la variable entière c'est n et on finit par le point virgule. Autrement dit, une structure qui fait une déclaration de variable c'est l'instruction int n. Donc ça c'est une instruction qui permet de déclarer une valeur entière. En petit d, on dit la fonction principale du programme. Alors lorsqu'on parle de la fonction principale du programme ici, on vous a dit en programmation c'est la fonction principale, c'est la fonction main. Donc lorsqu'on parle ici int void main, ça c'est le type de retour de la fonction. Tout ce qui est entre les alcoolates ici spécifie ce qu'on appelle la fonction d'entrée du programme. Autrement dit, lorsqu'on entre ici ou lorsqu'on commence l'exécution d'une fonction en C, on commence sur la fonction main. Alors maintenant à la deuxième question, on dit réécris ce programme en respectant les règles d'indentation. Alors ici il suffit tout simplement de réécrire le même programme mais en essayant d'aligner les composants ou bien chaque ligne du programme. Indenter un code signifie tout simplement écrire le code de telle en sorte qu'il soit plus lisible par tous les programmeurs. Donc ici, observez ce que j'ai fait. Ça c'est le code initial et voici le code indenté que j'ai écrit. Voyez donc que la seule différence ici c'est quoi? J'ai indenté en aligné, j'ai un peu décalé le contenu de la fonction main. Donc tout ce qui est dans la fonction main ici doit être un peu décalé et aligné. Donc ici c'était quoi? Sur la même ligne que le début de la fonction, j'ai fait comment? J'ai tout simplement décalé le contenu. Donc ça c'est le programme qui a été donc indenté. Je pense que tout le monde a bien maîtrisé la notion d'indentation. C'est pareil en programmation web, autrement dit en HTML. Lorsqu'on dit indenter un fichier HTML, ça veut dire aligner les éléments. Genre, on dit par exemple que genre on se dit si un élément est dans la balise body, il faut décaler l'élément. Si l'élément est dans la balise head, il faut un peu décaler. Ça ne doit pas être sur la même ligne ou ça ne doit pas commencer sur la même ligne que la balise head ou encore la balise body. Maintenant à la troisième question, on dit expliquer le rôle joué par les caractères poussant et commercial dans la ligne 5. La ligne 5 c'est quoi? Ici vous voyez on a mis quoi? Voilà poussant et ici on a mis le quoi? Le et commercial. Le caractère qui est devant le N ici là c'est le et commercial. Alors le pourcent c'est tout simplement quoi? Sont en fait les caractères de formatage. Lorsqu'on met pourcent D, c'est pour formater le texte en entier. Donc on va dire le texte qu'on récupère là doit être un entier, d'où le pourcent. Maintenant le et commercial permet de spécifier l'adresse de la variable. Donc pas le contenu mais plutôt l'adresse de la variable. Donc je vais pour compléter, nous allons un peu exécuter ce petit code pour que je vous montre exactement comment le résultat que le code ici va nous présenter. Je vais donc le copier ainsi. Après l'avoir donc copié, on vous a dit là en classe que pour exécuter un programme en C, il fallait utiliser ce qu'on appelle un IDE et on a cité en l'occurrence plusieurs, parmi lesquels code bloc et dev C++. Donc nous allons utiliser donc code bloc ici. J'ai pris la peine de le lancer rapidement. Je vais créer un nouveau projet, file, je passe sur file, new, je clique maintenant sur quoi? Project, je clique sur console application, après je m'envoie sur go, next, je mets le nom du projet, je vais mettre le nom test tout simplement.
puisque je vais texter. Je dis maintenant next, je mets finish. On dit could have said, on dit je vais un peu recommencer ici. Ça met un peu des problèmes là, on va revenir. Je vais lancer. Bon là ça nous gênait un peu une petite erreur. On va revenir. Alors je vais revenir. Voici donc en fait le projet qui a été créé. Je lance la partie main du projet. Vous voyez que par défaut on a standard input output, on a std input output.h et aussi on a la standard lib qui a été inclus. Je vais tout simplement enlever tout le contenu et remplacer par ce que j'ai copié ailleurs. Bon, ça a un peu créé des ennuis. On va on va l'écrire entièrement. On revient là. La première instruction c'était quoi? On inclut donc cela. C'était int n. Nous allons copier. Je fais un CTRL C. Je m'en vais rapidement à l'intérieur là. Je fais CTRL V. Deuxième instruction. Je suis en train de faire les copier-coller pour ne pas perdre de temps. Deuxième instruction. Je fais CTRL C. Je viens là. Je mets encore entrée. Je dis CTRL V. Troisième instruction. Je viens là. C'est la fonction scanf. CTRL C. Je viens à l'intérieur de mon code bloc. Je mets maintenant quoi? CTRL V pour coller. Je pense que c'est tout ça le programme. À la dernière liste return 0. Il y a quelque chose qui manque là. Je ne saisis pas tout simplement parce que je ne veux pas perdre assez de temps. Je vais remplacer la première ligne par l'élément qui correspond. C'est ça la première ligne, la partie int main, CTRL V. Là je vais enlever deuxième parenthèse et j'enregistre. Alors je pense que c'était ça le programme en question, n'est-ce pas? On dit ici int n, déclaration d'une variable de type entier. On dit printf entre un nombre, ça veut dire on va afficher à l'écran entre un nombre et on va dire scanf%d, on récupère, on met dans n. Revenons encore sur notre programme là. Oui, donc on va exécuter ça pour voir le résultat. Pour cela on vient ici dans code bloc. On dit ici là quoi, build. On va d'abord ici là dire que je vais d'abord exécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà ici. On dit ici là on nous présente une erreur. On va rapidement essayer de corriger l'erreur en question. On dit ici là maintenant que là c'est int main, n'est-ce pas? Revenons, enregistrons, bulle encore. Voilà donc le résultat de l'exécution. On dit ici là que entrer un nombre. Le message ici qui est affiché à l'écran, c'est dû à la fonction printf que voici. Le contenu c'est quoi? Entre un nombre. Je reviens là. Voilà le message qui est affiché. Entrer un nombre. Je vais entrer par exemple le nombre 22. Lorsque j'entre 22, si je tape sur entrée, le 22 va être récupéré et stocké dans la variable n. Je tape donc sur entrée et ça va arrêter le programme. Donc voilà, donc ça j'ai donc récupéré et ça a été stocké dans la variable n. Donc c'est un peu ça le but du programme. Revenons rapidement sur notre présentation. Donc je pense que c'est tout ce qu'il fallait dire. On dit maintenant expliquer le rôle joué par les pourcents caractères. Tout le monde a donc vu le rôle joué par les pourcents caractères. Alors par la suite donc, nous allons toujours lancer notre assistant. Alors par la suite on dit maintenant quoi? À l'exercice 2, on dit Madame Ama est gestionnaire d'une épicerie. Point. Passionnée d'éthique, elle souhaite disposer d'une application web qui l'aide à saisir les commandes et calculer le montant total à payer par ses clients. Vous lui présentez le code ci-dessous, n'est-ce pas? En vous servant de vos connaissances en programmation web, répondez aux questions suivantes. Donc c'est la situation, problème qui a été donné et voici le code en question. Donc le code a été donné sur l'épreuve. Première question, on dit maintenant identifier dans ce code le titre de la page web. Alors pour récupérer le titre, on vous a dit en classe, le titre était entre les balises title. Vous voyez là c'est quoi par exemple? Je vais revenir ici.
Ça, c'est la balise d'entête head. À l'intérieur, on a la balise title, dont le titre, c'est quoi? Table ou table. C'est pour ça qu'on a mis réponse table. On dit maintenant, petit b, une instruction faisant apparaître une conversion de type. Alors, lorsqu'on dit une instruction permettant de faire une conversion de type, ça veut dire quoi, conversion de type? D'abord, on dit qu'on veut convertir un type lorsqu'on veut récupérer une information, par exemple, qui est à la base d'une chaîne de caractères et on veut convertir de la chaîne de caractères vers un entier spécifique. Donc, et on vous a dit donc en JavaScript que pour convertir un nombre, par exemple, ça peut être en entier, il fallait utiliser une fonction, n'est-ce pas? Maintenant, la fonction en question ici va être quoi? Regardons les instructions JavaScript qui se trouvent d'abord dans le programme. On dit ici la prix reçoit number en parenthèse prompt saisit le prix unitaire point virgule, ou encore quantité reçoit numbers entre parenthèses prompt saisit la quantité. Donc les deux instructions qui sont donc présentes ici, voilà ça, voilà les deux instructions en question. La fonction prompt saisit le prix permet de récupérer donc une valeur au clavier. Donc la fonction prompt si va donc aller au clavier récupérer le nombre saisi par l'utilisateur, passer donc à la fonction number et la fonction number va donc convertir en nombre. Donc notez que le type de retour de la fonction prompt, c'est d'abord une chaîne de caractères et on passe d'abord à la fonction number pour qu'il convertisse en nombre avant de stocker dans la variable prix. Donc voilà une fonction number, la deuxième fonction number. Donc ici il fallait répondre que voici l'instruction qui fait apparaître une conversion et voici encore une deuxième instruction faisant apparaître une conversion. Donc on pouvait relever soit la ligne 5 ou encore la ligne 6. Petit c, une instruction d'écriture. Maintenant ici, vous vous rappelez en JavaScript, lorsqu'on veut écrire un message à l'écran, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction document.write. Donc document.write va écrire le total à payer est. Donc lorsque vous voyez document.write quelque part, il s'agit d'une instruction d'écriture. À la différence d'afficher un message dans une boîte de dialogue, pour afficher un message dans une boîte de dialogue, on n'utilise pas document.write, mais on utilise ici plutôt la fonction alert. Donc alert affichera maintenant plutôt le message dans une boîte de dialogue. Alors je pense que on peut passer rapidement à la prochaine question. Petit 2 maintenant, on dit recopier la portion de ce code qui correspond au langage JavaScript. Alors il fallait, on dit la portion de ce code correspond au langage JavaScript. Il faut faire la différence entre le langage JavaScript et le langage HTML. Tout ce qui est présent entre les balises script, ce sont des éléments écrits en JavaScript. Donc ici, il fallait tout simplement venir ici, on dit ici script, language égale à JavaScript et on ferme script. Donc tout le contenu de cette balise script, c'est quoi? C'est du JavaScript. Donc ici, c'est ce qu'il fallait recopier. Donc voilà donc le résultat qui a été balancé là. Donc on a commencé ici là par prix reçoit numbers. Après on a terminé par quoi? On doit terminer en principe par document.write, le total à payer est. Donc ça commence là et ça finit. Ça commence à la 5e ligne et ça finit à la 8e ligne. Maintenant, à la ligne, on demande maintenant ici en petit 3, énoncer 2 avantages et 2 inconvénients du JavaScript. Alors, on vous a donné donc les avantages et les inconvénients du JavaScript. Comme avantage, ça permet de faire le contrôle de la saisie des données. Donc, lorsque dans un formulaire, on insère par exemple une donnée qui est erronée, en utilisant JavaScript, on peut faire comment? Contrôler si la donnée en question est valide. Donc, voilà un avantage. Permet aussi de faciliter la navigation en ajoutant par exemple des animations. Vous vous rappelez, en faisant le JavaScript, on a utilisé par exemple des animations. Alors je pense donc que c'était tout pour cette partie.
Revenons un peu sur la partie où on parlait des conversions. Ici, vous voyez, on a parlé de la fonction number. Ici, si vous voyez, par exemple, quelque part, on met plutôt pass int, ça veut dire qu'on veut convertir en entier, ou encore pass float, ça veut dire qu'on veut convertir en nombre réel. Donc, je vais un peu copier ce code, aller exécuter pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors, pour exécuter, rappelez-vous, on vous a dit que vous avez besoin au préalable d'utiliser l'éditeur de texte. J'ai choisi l'éditeur de texte Notepad++. Voilà le code en question que j'ai copié, j'ai déposé. Et un navigateur. J'enregistre, j'ai déjà saisi, j'ai enregistré sur le nom fichier 1.html. Je viens donc, j'exécute. Là, vous voyez, on me dit saisir le prix unitaire. Saisir le prix unitaire ici correspond à quoi? Prix reçoit nombre entre parenthèses ça. Voilà, saisir le prix unitaire. Lorsque je vais saisir, je tape sur entre mes deux mains plutôt de saisir la quantité. Après, on va calculer et me renvoyer dans le résultat. Donc, allons-y donc, allons-y. On dit saisir, je mets par exemple le 22. Je mets OK. Après, on me demande maintenant de saisir la quantité. Il suffit de saisir la quantité, taper sur OK pour voir donc le résultat de l'exécution. Je pense donc que c'était en fait tout pour cette troisième partie. Je vous demande donc de vous abonner comme d'habitude à la chaîne pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos qui va concerner les corrections des anciens sujets, toujours la session 2019, pour être naturellement notifié. Donc la prochaine vidéo qui va suivre sur la chaîne concernant donc le probatoire, c'est la correction de la session 2019 de l'épreuve d'examen. Alors bon visionnage à tous.